Une œuvre, un portrait. Florilège contemporain de Jacques Brenner et Roger Vrigny. Ce soir, Patrice de la Tour du Pin. Tenter de faire ce soir en quelques 30 minutes le portrait de Patrice de la Tour du Pin en écoutant la lecture qu'il va nous faire de quelques-unes de ses œuvres est une entreprise assez difficile parce que Patrice de la Tour du Pin est un poète qui a illustré, qui a incarné lui-même la formule choisie dans l'une de ses œuvres, c'est-à-dire cette vie recluse en poésie. Il n'a pas une vie recluse, c'est-à-dire enfermée dans son œuvre, mais il mène une vie à l'écart de la vie littéraire. Il est assez difficile de le rencontrer, n'est-ce pas, Jacques Brenner, dans la vie littéraire. Il vient très peu souvent à Paris. Il publie également à intervalles assez éloignés les uns des autres. Nous connaissons ces 2 sommes de poésie publiées à près de 13 ans de distance, et je crois que nous ferons une entorse à notre principe ce soir, c'est-à-dire qu'il faudra que nous donnions quelques indications biographiques sur Patrice de la Tour du Pin. Nous emprunterons ces renseignements biographiques à Eva Kuchner, qui a publié un essai dans la collection des poètes d'aujourd'hui. La Tour du Pin naquit à Paris le 16 mars 1911. Comme c'était la veille du jour où l'on commémore l'apôtre de l'Irlande et que la famille maternelle de l'enfant avait des origines irlandaises, on le nomma Patrice. Eva Kuchner note que l'on a souvent mentionné cette ascendance irlandaise de Patrice de la Tour du Pin pour expliquer ce qui, dans son génie, semble s'apparenter au rêve celtique, et en particulier sa prédilection pour une certaine nuance de merveilleux, source de notation poétique permettant de donner forme aux réalités spirituelles. Mais les ancêtres irlandais devaient aussi influer sur la vie de Patrice de la Tour du Pin d'une manière beaucoup plus tangible. Son trisaïeul, le général O'Connor, qui descendait des rois d'Irlande, vint s'établir en France, se mit au service de Napoléon et, ayant épousé la fille du marquis de Condorcet, reçut le domaine du Bignon Mirabeau, ainsi nommé parce qu'il fut le lieu de naissance du grand orateur de la Révolution. Aujourd'hui, le Bignon Mirabeau sert encore de domicile familial à Patrice de la Tour du Pin et de cadre à une importante partie de sa poésie. Oui, et c'est là donc précisément au Bignon qu'il mène cette vie recluse en poésie. Avec naturellement des échappées à Paris, en Camargue, etc. Et aussi, il faut noter dans la vie de Patrice de la Tour du Pin cet intermède, si j'ose dire, de la guerre, puisque Patrice de la Tour du Pin, après avoir fait la guerre, a été prisonnier pendant plusieurs années. Quelle idée peut-on se faire de cette vie qu'il mène dans son domaine ? Nous avons le témoignage de Stephen Spender, qui a visité Patrice de la Tour du Pin au Bignon et écrit « La Tour du Pin vit au Bignon dans une simplicité qui ne rappelle en rien l'époque d'Édouard VII. Il y consacre son existence à la littérature, à sa femme et à ses enfants, à la direction de ses domaines, comme aussi à la chasse. C'est la vie d'un gentilhomme de campagne, vie à quoi Yeats, dans ses ultimes poèmes, conviait ses amis à revenir. Elle possède, cette vie, je ne sais quoi de monastique, une ambiance spirituelle qui, s'alliant à la paix esselée du paysage, gagne vite le visiteur. Je n'ai passé au Bignon que 3 jours de ma vie, mais ces 3 jours suffirent à m'apprendre la puissance du rythme profond d'une existence familiale où mère, fils, belle-fille et petits-enfants vivent au lieu où ils ont toujours vécu et auquel les lie une lignée extraordinaire d'ancêtres. La Tour du Pin a la gaieté et la spontanéité d'une personne qui s'est choisie et qui mène une vie vouée à une haute tâche spirituelle, lui dictant non seulement d'écrire, mais aussi de vivre dans la joie. Oui, au fond, cette citation de Spender nous fait penser que Patrice de la Tour du Pin est entré en littérature comme on entre en religion. Mais il en était sorti très tôt, car les débuts poétiques de Patrice de la Tour du Pin ont été éclatants à un âge où il était très jeune. L'auteur avait à peine 20 ans quand il publia « Les enfants de septembre » dans la Nouvelle Revue Française. Et je dois dire que ce poème fit sensation. C'est assez rare qu'un poème de nos jours fasse une telle impression. On a été jusqu'à dire que la publication des Enfants de septembre annonçait l'apparition de quelque chose d'aussi considérable que les méditations poétiques de Lamartine. Remarquons aussi que les Enfants de septembre figurent dans beaucoup d'anthologies classiques. La quête de joie date de 1933. Un autre critique, René Berthollet, relève justement cet accent nouveau du recueil. Il écrit « Un accent nouveau, celui d'une poésie dépourvue d'attitude, de littérature, aussi bien que d'intellectualisme, qui ne craignait pas les élans de la confidence et les épanchements du sentiment.
Poésie née aux sources mêmes d'une enfance exaltée par une intense vie imaginaire. Hulin, Hélore, Cortinaire, la reine Flac, les enfants de septembre, autant de personnages fictifs avec lesquels le poète dialogue librement et qu'il fait vivre dans un domaine merveilleux quelque part, parmi les étangs, les forêts et les brouillards. Ce domaine a sa faune et sa flore qui lui sont propres. Il a ses rites, son atmosphère, ses légendes. Il a aussi une mystique dont nous entrevoyons les symboles à travers les brumes floues qui le dérobent parfois aux yeux du lecteur. Je crois que nous allons maintenant partir dans cette exploration au milieu de ces brumes, qui je l'espère ne seront pas trop floues aux oreilles des auditeurs, d'après le choix fait par l'auteur lui-même. Donc nous n'entendrons pas tout de suite Les Enfants de septembre. Nous entendrons extrait du 2e livre de la Somme de poésie, 2 poèmes, lus par Patrice de la Tour du Pin, L'Ensoleillé et Vol de maraude. Il avait eu la grâce d'être de soleil. De petites clartés veillaient sur sa naissance, mais autour, quels détroits, quels abîmes immenses. Peu à peu, des frissons avaient donné l'éveil, des choses fait leur lumière, des églantiers leurs fleurs, des villes leur ciel mordoré, des femmes leur tendresse. Il gardait ses empreintes enfouies, lentement clarifiant les fonds, n'exprimant au dehors que sa fièvre ou sa plainte. C'était bien autre chose que nous attendions. Nous devinions aussi qu'il ne comprenait guère quand nous allions vers lui par besoin de lumière, étant l'inconnaissable, mais le transparent. Il devenait toujours plus lointain, plus extrême. Nous le vîmes descendre encore plus en lui-même, combattre l'ombre ou des reflets désespérants. Il riait, et nous lui crûmes moins de tendresse. Il s'écartait de nous, beaucoup moins d'amitié. Il se taisait, et nous doutions de son courage. Il n'avouait jamais qu'il était en détresse. Pourquoi, demandions-nous, restez-vous si sauvage? N'allez-vous pas au monde en toute nudité, frappant l'obscur et le masqué et le stérile? Il répondait craintif, je dérive autre part. Il s'en inquiétait en lui-même le soir. Nous le savions, suivant sa marche difficile à travers une nuit que rien n'orientait vers ce qu'il pressentait être un lever de jour. L'ensoleillé cherchait plus avant sa lumière, seul avec sa maladresse et sa sûreté, son rire et son apparence grave, et toujours ce secret de soi-même à soi-même sur terre. Pourtant un jour il se plaignit de sa légende. Vous m'avez paré d'or, de joyaux, de guirlandes, vous m'habillez de contes magnifiques, sans entendre le témoignage désolé que je me rends. Je ne suis pas celui que vous espériez tant. Pourquoi vous accrocher aux êtres décevants qui ne savent jamais répondre à vos demandes et ne rapportent rien pour vous clarifier de leur méditation? Laissez-moi redescendre, disparaître à vos yeux, presque à votre amitié. Quand je reviens au bord, il ne faut pas m'attendre, ne m'interrogez pas si vous avez pitié. Vous ne pouvez savoir que vos âmes rayonnent miraculeusement lorsque tout m'abandonne, que je n'aurais plus rien si je n'avais personne à tressaillir au corps dans les lieux où je vais. Mais sont-ils beaux, ces lieux où mon mal se retranche? Est-elle pure la fontaine où je me penche? Vous nommez mon destin une vocation blanche, mais moi je sens son poids et sa fatalité, et son aveuglement, sa folie de rapace. Laissez-moi m'en aller là où souffle ma grâce. Je ne sais pas encore ce que son souffle embrasse, pour quelle vérité je suis prédestiné. Alors il repartit, et tous ceux qui voulurent le suivre ont dû passer par des routes peu sûres, sinueuses, veillées d'invisibles guetteurs qui leur montraient dans les tournants de faux repères, les égaraient dans les complexités du cœur, et leurs appels plaintifs se perdaient loin derrière. Je suis l'enfant d'un équinoxe de printemps. C'est pourquoi j'ai suivi l'ensoleillé. Je sens qu'il porte mieux mon espoir que moi-même, et quel petit vacillement d'amour.
l'effroi des grandes marées obscures, des nuits extrêmes où tout le ciel s'altère, il les dépassera. Il va je ne sais où, c'est lui qui mène, j'ai ma lumière en lui, et il est un enfant. Il fraye son chemin vers le cœur du printemps. Vol de maraude. Pour l'instant, je ne suis qu'en mon vol de maraude, et les hommes me voient passer chaque matin d'une âme à l'autre et ne s'étonnent pas. Qu'y a-t-il de changé depuis la dernière fois? Je joue sur l'aile, je me retourne, je vole bas mais lentement, laissant l'ombre me précéder. Ceux qui veulent s'enfuir sont avertis de mon approche. Mon ombre et moi, nous avançons sur les chaumes. Je feins de les courser parfois, mais en conscience, je prépare mon vol de chasse. Celui-là, il est souple et rapide et rasant. Celui-là, il gagne sur les âmes en pleine vitesse de croisière. Celui-là, il ne pardonne jamais aux proies. Il est silencieux. La plaine remue, la plaine chante, les tendresses oublient leur danse sur la mort, les plus peureuses vies se risquent en surface, dans les rosées les moindres vies laissent des traces. C'est une matinée d'octobre, et soudain tout se fige, je chasse l'âme. Du troisième livre de la Somme de poésie, nous écouterons maintenant D'un aventurier. Pour que le jeu ce soir devienne encore plus beau, n'avais-je pas rêvé de lâcher dans la brume une lanterne sourde à l'aile d'un corbeau pour une étoile de hasard qui se consume et vacille jusqu'à l'autre pente des bois? Quelle folie s'il va par les intermittences de la nuit, s'il dépasse les creux de silence de la nuit, s'il est vu par un autre que moi, s'il appelle. Quelqu'un marchait près de la crête, j'avais déjà perçu comme un souffle affaibli, et si proche de moi, je devinais sa tête, ses yeux plus fascinants que des îles de nuit. Par un seul coup de vent qui fait crier les branches, je me serais enfui, mais ses yeux étaient là, avec de longs paysages de gelée blanche. C'est un étonnant jeu que je ne comprends pas, dit-il, mais il suffit d'un vertige peut-être pour découvrir l'aventurier de son plaisir, ce passant qui choisit son heure pour surgir, comme l'oiseau porteur de feu va disparaître. Je n'ai rien dit, je sens que je n'ai rien pu dire. Comment abandonner ses yeux et ce sourire, alors qu'il faudrait des heures de confidence pour pénétrer en eux, pour découvrir leur ciel et pour ne pas se perdre dans leur transparence. Vous m'apprendrez vos jeux, je sens que je les aime, nous les jouerons tous deux au-dedans de nous-mêmes, là ils seront plus troubles et mystérieux. Et nous sommes allés vers une autre aventure, la route qui montait vers ces pentes obscures, et par les pentes vers le désert de ses yeux. Mais pour un cœur d'enfant, il est bien chaud le vôtre. Auriez-vous déjà fait l'amour? Vous êtes fou. Comment mon cœur peut-il être compris de vous, si désolé soit-il, si différent des autres et d'un enfant perdu? Il faut creuser pour l'or, car la plaine est rongée par les eaux souterraines, les rivières qui charrient l'or à vagues pleines, on les entend rouler un peu plus bas encore. Si pauvre, on ne peut pas entrer dans l'aventure.
Il faut creuser toute une nuit par désespoir vers l'or. Alors, comme il faisait toujours plus noir, nous mîmes à nu tout un rang de sépultures, perdues à de grandes profondeurs autrefois. Te souviens-tu de l'inscription de la dernière, les traces d'un admirable profil de roi, avec la pièce d'or brunie des solitaires, marquée Bellivani qui fut une prière, et dans laquelle on peut trouver n'importe quoi. Nous avions de hauts jardins derrière la tête, des ruisseaux de fonte des neiges par milliers. De plus en plus, c'est moi qui découvre la fête, si tu n'es pas absolument l'aventurier de mes rêves, celui qui marche sur les ombres. Mais en passant par la buée de mes prunelles, n'as-tu pas vu, gisant près d'un oiseau secret, une étoile d'eau douce accrochée à son aile? Qu'elle soit ton fanal, si tu ressens jamais le dangereux désir de marcher sur mon ombre. Je suis malade et d'un vertige de la chair, c'est peut-être le mal lunaire qui commence. Pour avoir trop joué la nuit dans mon enfance, j'ai bien failli mourir. Par ce matin d'hiver, il a fallu que je l'entraîne vers la ville, que je dépense un or volé pour le guérir, car le ciel pâle le rendait aussi fébrile que la lune, le ciel d'un monde à découvrir. On lui dit, « Vous avez la grande fièvre rose, vos prunelles sont prises depuis peu de temps, c'est un étrange mal qui ne vient qu'aux enfants, vos yeux hallucinés reflètent autre chose que les leurs, que les siens. » Et je tendais les yeux, je tendais les merveilles du fond de mes yeux, sachant qu'on y verrait la plaie originelle où mon aventurier avait pris son tourment, la même fièvre rose au fond de mes prunelles et qui n'est jamais mortelle chez un enfant. Nous nous sommes enfuis alors sur la grande route vers ces régions de bois où l'on peut se cacher, lui sentant sourdement la mort se rapprocher, la tiède mort que j'ai distillée goutte à goutte par mon regard qui ne pénétrait déjà plus. Et nous ne menions plus la marche à tour de rôle. Dans les montées, il s'appuyait à mon épaule et je le soutenais puisqu'il était perdu. Il désira mourir et mourir endormi. Je veillerai, lui dis-je, en attendant l'aurore. Il viendra par ici quelques rôdeurs encore. J'ai toute l'espérance des pauvres. La nuit de novembre montait au point le plus extrême du silence, pendant qu'il haletait déjà. Il respirait le long de moi, presque en moi-même. S'il passe quelqu'un, je ne l'appellerai pas. Il dit, que suis-je? Un homme, et même pas un homme pour vous, puisque l'oiseau n'entend pas mon appel. Il ne peut pas franchir les hauteurs où nous sommes, et si vraiment je l'attendais dans votre ciel, quelle folie d'avoir joué les visionnaires et de mourir du mal que je leur ai volé. Il dormait, revivant en songe son histoire. Je crus à son regard qu'il demandait à boire. Puisqu'il ne parlait plus, je pouvais m'en aller. Un crime, je me suis glissé vers la rivière, j'ai pénétré dans sa blancheur jusqu'aux genoux, mais pour trouver une eau plus pure, on ne sait tout, jusqu'à cet espace de lune, la première ombre après la lune, sans jamais m'éloigner, puisque j'avançais doucement dans la lumière qui veillait sur la mort de mon aventurier. Le quatrième livre de la somme de poésie contient plusieurs recueils. Parmi ces recueils, L'école de Thèse et La vie recluse en poésie. Ce livre est en somme le manifeste poétique de Patrice de la Tour du Pin. Il serait bon peut-être que nous en lisions quelques extraits. Par exemple, à propos du plaisir de création, Patrice de la Tour du Pin écrit « Je suis libre dans ma création.
Leurs figures et leurs corps ne reproduisent pas les miens. Je les dessine selon le plaisir de l'homme, je les fais se mouvoir, vivre des existences que je n'ai jamais vécues, même en désir, parler comme je n'aurais jamais pu parler. C'est là mon théâtre, dont je ne chercherai pas les lois, car ma souveraineté s'épuiserait sur des formules. Sur l'état d'oraison. Votre règle est la suivante. Que l'un ou plusieurs d'entre vous chante chaque jour pour qu'il y ait perpétuellement une voix qui s'élève, un sens qui recherche, une main qui construise, et cela simplement selon les mouvements du cœur. Que tous prient chaque jour ensemble, pour qu'il soit une seule voix qui supplie, qui glorifie ou qui rende grâce. Mais que régulièrement l'un de vous prenne sa part de ce petit livre secret de l'amour de Dieu. Il sera le cœur, il est bon qu'il soit tenu entre Dieu et vous, mais il n'y aura pas de frontière entre lui et les autres. Voici sur la vie recluse, en poésie, la vie recluse et la connaissance de l'homme. Lorsque la terre vous retient, vous ne pouvez pas vous dire libre. Qu'il soit de votre création ou d'une autre, vos horizons sont toujours des murailles. Et à heurter les cœurs, vous en trouverez encore. Mais nous sommes des reclus qui savons les porter au-delà, des vagabonds par lassitude de nous-mêmes, des captifs qui supplions pour que le chant ne s'arrête pas aux obstacles, puisqu'il portera par moments notre joie. La joie, voilà justement le titre du 5e livre, La quête de joie. Et là, nous allons retrouver ce poème fameux des enfants de septembre, dont la lecture sera suivie par celle de Légende et d'Épiphanie. Les bois étaient tout recouverts de brume basse, déserts, gonflés de pluie et silencieux. Longtemps avait soufflé ce vent du nord, où passent les enfants sauvages, fuyant vers d'autres cieux, par grands voiliers le soir et très haut dans l'espace. J'avais senti siffler leurs ailes dans la nuit, lorsqu'ils avaient baissé pour chercher les ravines, où tout le jour peut-être ils resteront enfouis. Et cet appel inconsolé de sauvagine, triste, sur les marais que les oiseaux ont fui. Après avoir surpris le dégel de ma chambre, à l'aube je gagnai la lisière des bois. Par une bonne lune de brouillard et d'ambre, je relevai la trace, incertaine parfois, sur le bord d'un layon d'un enfant de septembre. Les pas étaient légers et tendres, mais brouillés. Ils se croisaient d'abord au milieu des ornières, où dans l'ombre, tranquille, il avait essayé de boire, pour reprendre ses jeux solitaires très tard, après le long crépuscule mouillé. Et puis il se perdait plus loin parmi les hêtres, où son pied ne marquait qu'à peine sur le sol. Je me suis dit, il va s'en retourner peut-être à l'aube, pour chercher ses compagnons de vol, en tremblant de la peur qu'ils aient pu disparaître. Il va certainement venir dans ces parages, à la demi-clarté qui monte à l'Orient, avec les grandes bandes d'oiseaux de passage, et les cerfs inquiets qui cherchent dans le vent l'heure d'abandonner le calme des gagnages. Le jour glacial s'est élevé sur les marais. Je restais accroupi dans la tente illusoire, regardant défiler la faune qui rentrait dans l'ombre, les chevreuils peureux qui venaient boire, et les corbeaux criards aux cimes des forêts. Et je me dis, je suis un enfant de septembre moi-même, par le cœur, la fièvre et l'esprit, et la brûlante volupté de tous mes membres, et le désir que j'ai de courir dans la nuit sauvage, ayant quitté l'étouffement des chambres. Il va certainement me traiter comme un frère, peut-être me donner un nom parmi les siens. Mes yeux le combleraient d'amicale lumière, s'il ne prenait pas peur, en me voyant soudain les bras ouverts, courir vers lui dans la clairière. Farouche, il s'enfuira comme un oiseau blessé. Je le suivrai jusqu'à ce qu'il demande grâce, jusqu'à ce qu'il s'arrête en plein ciel, épuisé, traqué jusqu'à la mort, vaincu, les ailes basses et les yeux résignés à mourir abaissés. Alors je le prendrai dans mes bras endormis, je le caresserai sur la pente des ailes,
et je ramènerai son petit corps parmi les roseaux, rêvant à des choses irréelles, réchauffé tout le temps par mon sourire ami. Mais les bois étaient recouverts de brumes basses, et le vent commençait à remonter au nord, abandonnant tous ceux dont les ailes sont lasses, tous ceux qui sont perdus et tous ceux qui sont morts, qui vont par d'autres voies en de mêmes espaces. Et je me suis dit, ce n'est pas dans ces pauvres landes que les enfants de septembre vont s'arrêter. Un seul qui se serait écarté de sa bande, aurait-il en un soir compris l'atrocité de ces marais déserts et privé de légende. Légende va dire à ma chère île, là-bas, tout là-bas, près de cet obscur marais de Foulques dans la lande, que je viendrai vers elle ce soir, qu'elle attende, qu'au lever de la lune elle entendra mon pas. Tu la trouveras baignant ses pieds sous les rouches, les cheveux dénoués, les yeux clos à demi, et naïve, tenant une main sur sa bouche pour ne pas réveiller les oiseaux endormis. Car les marais sont tout embués de légendes, comme le ciel que l'on découvre dans ses yeux, quand ils boivent la bonne lune sur la lande, ou les vents tristes qui dévalent des hauts lieux. Dis-lui que j'ai passé des aubes merveilleuses, à guetter les oiseaux qui revenaient du nord, si près d'elle, étendue à mes pieds, et frileuse comme une petite sauvagine qui dort. Dis-lui que nous voici vers la fin de septembre, que les hivers sont durs dans ces pays perdus, que devant la croisée ouverte de ma chambre, de grands fouillis de fleurs sont toujours répandus. Annonce-moi comme un prophète, comme un prince, comme le fils d'un roi d'au-delà de la mer. Dis-lui que les parfums inondent mes provinces et que les hauts pays ne souffrent pas l'hiver. Dis-lui que les balcons ici seront fleuris, qu'elle se baignera dans des étangs sans fièvre, mais que je voudrais voir dans ses yeux assombris le sauvage secret qui se meurt sur ses lèvres, l'énigme d'un regard de pure transparence et qui brille parfois du fascinant éclair des grands initiés au jeu de connaissance et des coureurs du large sous les cieux déserts. Épiphanie, une forêt, la nuit est sans pénombre, avec des arbres droits et clairsemés, et l'éclat du cristal à l'extrémité des branches. Pour se mouvoir à pas lents vers la lumière, les yeux abîmés dans le ciel, laisse ton livre pour la contemplation du ciel, la naissance végétale de l'aube. Au lieu des escaliers surchargés de pierreries, une montée la nuit entre des arbres transparents, le compagnon spirituel à mes côtés qui ouvre des yeux adorablement beaux. Où courez-vous entre les rangs de jeunes frênes? Nous avons eu mal aux vertèbres de nos coups pour avoir trop jeté la tête en arrière, l'étoile que nous dépassions. Il faut partir, me dit l'ami spirituel. Donnez-moi votre main pour l'heure de l'envol. Je ne sens déjà plus la même attirance de la terre. Mais l'autre, prodigieuse, grandit. Les arbres, ils étaient droits et clairsemés. Il me souffla, c'est l'heure. Nous sentîmes les branches qui frôlaient nos visages. L'air vif battit nos fronts quand ils les dépassèrent. Il se tenait très loin et seul, et tout le ciel était tendu vers lui. Et nous chantions avec des voix qui ressemblaient à celles des branches, avec un son de voix qui pouvait être celui du vent dans les branches. Joie, joie, car l'homme est sur ses fins. Une pente indicible de blancheur, foulable aux pieds, non pas imaginaires, où montaient de grands équipages de rois, venus par vagues des villes abandonnées avec leurs ombres et les dons les plus beaux de toute la terre, pour graviter si lentement dans la lumière autour de lui, laisse tes autres sens pour la gravitation dans la lumière. Et nous chantions avec des voix qui ressemblaient à celles des anges, avec un son de voix qui ressemblait à l'extase des anges. Joie, joie, car l'homme est sur ses fins. Il se fit un arrêt de toute vie actuelle. Nous étions suspendus par l'amour,
les bras en croix qui nous portaient dans l'air. Une vague immense monta jusqu'au solstice, laissant un sillage derrière elle que d'autres vagues effaçaient. Nous approchions si lentement de son visage, nos yeux se tendaient vers ses yeux, nous ne vivions plus que par le désir. Il eût fallu des prunelles beaucoup plus larges pour contenir sa lumière merveilleuse, et les nôtres brûlaient telles des torches. Alors nous fûmes tous poussés vers une même voie, elle se déroula comme une nébuleuse et des milliers d'oiseaux polaires. Patrice de la Tour du Pin s'était promis d'écrire une somme de poésie en 3 livres, dès le début du premier. La première somme, dont nous avons entendu les principaux extraits, composait une sorte de jeu de l'homme devant lui-même. Avec la seconde somme, qui apparut en 1959, nous assistons à un autre jeu, celui de l'homme devant les autres. Et là, nous rencontrons une autre incarnation encore, sortie tout droit de l'imagination de l'auteur, qui est l'aventure d'André Vincentenaire. Cette seconde somme de poésie se présente différemment. Il y a une suite de récits en prose, au milieu desquels se trouvent des poèmes. Ces poèmes portent le titre général de Carnet de mon père, suite du carnet et fin du carnet. Nous entendrons, pour terminer, quelques extraits de ce Carnet de mon père. Tous mes amis sont-ils bien là? Notre arche est prête. Pressez-vous au début, mon cœur est trop serré. La place un peu plus haut sera moins mesurée. Vous jouerez vos notes de fête quand nous serons lancés sur la grande couronne cerclant la création, bien au-dessus de ces intempéries et toute certitude d'hommes élus. Et maintenant le feu dans l'eau, la terre au vent, l'eau dans la terre. Ce n'est plus l'heure où séparer les éléments. Et maintenant tout l'avenir et le passé dans le présent, car c'est celle de la joie mère. Et maintenant hommes en moi et moi dans l'homme, et maintenant arbres, bêtes en nous, et maintenant le ciel en nous et nous au ciel, dans la lumière du Seigneur qui monte à l'Orient. Jacques Brenner et Roger Vrigny viennent de vous présenter une œuvre, un portrait, florilège contemporain. Ce soir, Patrice de la Tour du Pin. Assistante de réalisation, Michel Thierry.